Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Dans cette vidéo, je vais faire dialoguer 2 groupes de personnes qui s'intéressent au même sujet, c'est-à-dire, la pédophilie. Donc c'est une scène, totalement clivée avec, une barrière, totalement étanche, et qui est, pour ne pas changer, genrée. Donc on a d'un côté toute la vague des hommes conspirationnistes qui vont nous parler de MK Ultra, réseau pédosataniste et très accessoirement de la pédophilie dans la société civile. Ils évitent donc très soigneusement de parler de culture du viol, d'ailleurs ils ne savent pas ce que c'est, puisqu'ils ne s'intéressent pas aux travaux de l'autre catégorie de personnes, à savoir des féministes qui œuvrent depuis bien plus longtemps qu'eux, hein, des décennies et des décennies au sujet de la pédophilie dans sa généralité dans la société civile. Par contre, elle ne se préoccupe pas des réseaux pédophiles, ou des programmes MK Ultra ou d'une quelconque, vision conspirationniste, orchestrée à haut niveau. Hein, elles ne sont focalisées que sur une ingénierie sociale genrée, qu'elles appellent la culture du viol, et qui porte préjudice, en premier lieu, aux femmes. Et elles portent leur message depuis, ma foi, bien plus longtemps que tous les hommes conspirationnistes sur la question, avec beaucoup moins de succès qu'eux, comme on va le voir. Allez, c'est parti! Donc je ne crois pas me tromper en disant que les personnes qui vont être informées de, la question de la pédophilie, dans sa généralité, je parle pas là uniquement des réseaux, pédocriminels, d'État, réseaux, satanistes et autres, hein, je parle du phénomène de la pédophilie. En général, ça va arriver à leur conscience, principalement par la parole, de tout un tas d'hommes qui s'expriment sur la question. Hein, je pense que tout le monde connaît Alexandre Le Breton aujourd'hui, mais qui connaît le travail du collectif Mémoire traumatique, fondé par le docteur Muriel Salmona. Allez voir les allez voir les 2 chaînes, hein. Il y en a un qui a 39 000 abonnés et je sais pas combien de milliers de vues, et l'autre qui a 777 abonnés, avec 1000 fois moins de vues. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a la bonne cinquantaine, je pense, et je peux vous dire que ça fait des décennies qu'elle travaille à réparer, les traumatismes, des victimes. En même temps qu'elle mène un travail de recherche, et d'information, en synergie avec, des associations féministes. Parce que, à votre avis, ce sont des hommes qui ont été, les premiers à recueillir, ces paroles d'abus sur personnes mineures? Ben non, hein, ce sont bien des femmes, hein, et pour cause. Ce sont bien les femmes qui sont en première ligne et les premières à être victimes de cette culture du viol, et ce sont également les premières qui vont être les auditrices, des victimes. Hein, qui vont débarquer pour en parler, que ce soit dans leur cabinet de médical, de médecin, de psychothérapeute, planning familial, ou dans des associations de quartier. Parce que la pédophilie, c'est pas parce qu'on en parle de plus en plus maintenant que, elle existe jusque maintenant. Non, elle a toujours existé, elle fait partie, de cette culture, patriarcale, hein, qui est une culture du viol, hein. Et comme on le verra dans la lecture des manuscrits de Nagamani, le viol fait partie de l'histoire de l'origine du monde, hein. Si on s'intéresse à l'histoire, hein, de notre monde et des religions, on ne peut pas manquer de voir, hein, que cette domination masculine a été engrammée partout, dans toutes les religions et toutes les cultures, probablement à chaque reset de ce jeu cosmique. Alors, premier constat, par rapport donc à ce sujet de la légitimité de la parole des femmes, eh bien, encore une fois, on peut constater à quel point il est beaucoup plus facile pour n'importe quel mec, de se faire entendre sur un sujet que pour une femme, bien plus diplômée que lui, bien plus compétente que lui pour parler, du même phénomène. Eh bien, c'est beaucoup plus donc bankable de parler de MK Ultra, de réseaux pédophiles, des élites satanistes, que de parler de la culture du viol, qu'il s'agit d'un phénomène largement répandu dans la société civile, hein, et qui n'émane pas uniquement, de perpétrateurs, membres d'élites, satanistes, ou appartenant à des proprement parler à des réseaux pédophiles. Et donc on est toujours sur le même thème, hein. Ceux qui contrôlent la parole contrôlent également la réalité. C'est un sujet, il n'y en a pas de plus important a priori, surtout quand on prétend, dénoncer l'ingénierie sociale, ou en avoir compris tous les ressorts, quoi.
Deuxième constat, c'est plus difficile de trouver des statistiques concernant donc les mineurs en passant juste le mot-clé pédophilie statistique par sexe. Vous savez sur quoi on tombe que sur des articles traitant de la condamnation ferme de femmes pour actes pédophiles, alors qu'il s'agit de 1,5% des cas. Je pense que vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi, c'est qu'en fait les hommes ne sont quasiment jamais condamnés pour le même crime. Mais la seule femme pédophile qu'on va trouver, elle se prend 15 ans ferme direct. Hop, les assises, pas de correctionnalisation pour elle. Et tous les médias vont en parler, même Marie-Claire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Notre justice n'est pas sexiste. Troisième constat, ici on a des statistiques de 2012 sur la population, je pense, majeure. L'article n'est pas très précis, mais je pense qu'il s'agit des femmes de plus de 18 ans. Mais quand on voit ce qui se passe dans le monde des adultes, à votre avis, il se passe quoi quand il s'agit de pédophilie? Vous pensez que c'est majoritairement des femmes qui agressent des petits garçons, ou est-ce que c'est plutôt des hommes qui vont se servir sur les petites filles? Bon, je sais, peut-être que pour un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices, la réponse est évidente, mais malheureusement, apparemment, ce n'est pas le cas pour une majorité de gens, donc je suis obligée d'en passer par là. Il y a une propagande, de toute façon, qui est orchestrée pour surreprésenter des faits divers extrêmement marginaux. Donc pour ce qui concerne les femmes pédophiles, je pense notamment à un épisode de la série Engrenage où Audrey Lamy joue le rôle d'une mère comme ça qui pratique une fellation sur ses garçons nouveau-nés pour les endormir. Je ne me souviens pas en regardant cette série qu'il y ait eu une surreprésentation d'hommes pédophiles agressant des fillettes. Alors toujours pareil, concernant le harcèlement moral sur lieu de travail, bien avant que la loi soit votée en 2001, on a eu le tout premier film qui traitait du sujet en 1994, Harcèlement, où le réputé malade sexuel Michael Douglas incarne bien sûr le rôle de la victime d'une femme perverse narcissique. Sur tous ces sujets, je vous invite vraiment à aller régulièrement consulter le site Le Cinéma et Politique, qui produit d'excellentes analyses féministes, radicales, sur les productions cinématographiques. Concernant le viol d'hommes par d'autres hommes, ça a fait le buzz, le viol du petit Théo, qui est quand même en fait un jeune homme, le petit Théo, 688 000 vues sur Europe 1. Ah, puis cette année quand même, on a eu Julia, la femme trans agressée, c'est affreux. Cet homme-là a découvert ce que c'était que d'être une femme dans notre société. Puis là, tout le monde tend le micro, allez, on n'est pas couché, 150 000 vues. Il s'agit de transphobie, bien sûr, et non pas de violence masculine. Mais quand même, avec de tels chiffres, il me paraît extrêmement difficile de nier l'existence d'un ordre social de domination masculine et d'une ingénierie sociale genrée, en un mot, d'un patriarcat. Et si toutes ces femmes invisibles, victimes de la violence masculine, devaient avoir une couverture médiatique telle que celle que je viens de présenter, une journée ne suffirait pas. Et plus on laisse des hommes masculinistes s'exprimer sur la pédophilie, plus on invisibilise le fait qu'il s'agit d'une scorie nauséabonde du patriarcat qui est loin d'être mort et qu'on nous revend comme solution contre la pédophilie. Et pour finir, plus on invisibilise et on silencie les femmes, qui sont les soignantes, mais également les principales victimes. Si bien que tout le monde perd de vue l'évidence, parce que si on veut vraiment s'intéresser à un phénomène, on va dire, de cet ordre-là, de la victimologie ou de l'oppression, généralement, c'est bien la parole des personnes directement concernées, c'est-à-dire des victimes, que l'on va écouter. Si je veux comprendre la vie d'un handicapé, je vais pas aller interviewer des athlètes de haut niveau. Si je veux comprendre la question du racisme, je vais pas aller écouter les suprémacistes blancs ou des personnes n'ayant jamais vécu le racisme, parce que eux, bien sûr qu'ils sont racisés en tant que blancs, c'est pas ce que je veux dire. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais bon, ils sont dans une situation où eux, leur couleur de peau elle est invisible. Le blanc, c'est l'universel, on le voit pas, et donc c'est pas eux qui vont pouvoir vous expliquer ce que c'est que le racisme. Si je balaye comme ça tous les critères d'obsession possibles dans ce jeu cosmique, on va tomber sur des choses évidentes pour tout le monde. La seule cas où là, ça bug, c'est sur la question du sexe. Je veux m'intéresser au vécu sensible des personnes violées qui sont majoritairement des femmes, victimes de la violence sexuelle des hommes, et tout le monde va écouter des hommes. On va écouter des personnes appartenant à la catégorie des perpétrateurs pour comprendre ce que vivent les victimes. Faut qu'on m'explique là, faut que vous preniez conscience que là qu'il y a un bug
Ce n'est pas normal de fonctionner comme ça. Bon, on est face là à ce qu'il convient d'appeler un bug de cohérence, hein, générale dans la manière même mentale de fonctionner, hein. Mais ça met aussi en avant un gros bug empathique, hein. Là, je m'adresse principalement aux hommes. Qu'est-ce qui, à votre avis, hein, fait que, alors qu'il vous paraîtrait évident, si on parle de n'importe quoi d'autre, hein, si on parle de personnes handicapées, tout ça, mettons que j'ai fait une chaîne sur les personnes handicapées, je crois qu'assez rapidement, on va tous être d'accord sur les mêmes sources d'informations, les mêmes liens, etc. Vous n'allez pas m'envoyer les commentaires de la Ligue d'athlétisme française qui va être nominée aux Jeux Olympiques. Ou alors, non, vous allez m'envoyer le lien sur les Paralympiques, si on est comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là, précisément, pour que vous vous retrouviez à n'aller écouter vous, que des hommes, lorsqu'il s'agit de traiter de cette question, des viols, etc. Pourquoi ça se déroule comme ça? Hein, donc la réponse, elle est nécessairement inconfortable. C'est votre ego, le noyau structurel de votre identité de genre sexuel, que j'ai appelé archéovirilité, qui est à l'œuvre là, et qui déroute votre recherche, puisque pour n'importe quel autre sujet, vous ne vous poseriez même pas la question, en fait. Pour les autres catégories d'oppression, classe sociale, racisme, handicap, on n'aura même pas besoin d'en discuter, quoi. Ça fera même pas l'objet d'une conversation ou de multiples vidéos, hein. On aura tous et toutes la même représentation de la réalité. Alors, quelle est-elle, cette réalité concernant les femmes et les enfants? La pédophilie, elle commence dans le huis clos familial, avec l'inceste. Il n'y a, à ce jour, aucune généalogie qui puisse se targuer d'être vierge d'une histoire d'inceste. Si bien que, en vertu de la psychogénéalogie, qui est bel et bien réelle, cette mémoire collective traumatique qu'ont subi les femmes pendant des millénaires résonne en chaque femme, qu'elle ait ou non subi elle-même dans son corps un viol. Ça fait des siècles, pour ne pas dire des millénaires, que les femmes en parlent entre elles dans le huis clos familial, et que cette parole n'avait jamais pu franchir les portes closes de cet huis clos. Hein, ça fait partie des secrets de famille. Dans la génération de mes parents, on appelait ça être la fille préférée de son père. Si vous pouvez accéder, vous, à ce genre de discussion dans votre propre constellation familiale, vous allez voir que cette expression, la fille préférée du père, hein, nous renseigne sur le fait que l'inceste pédophile est un fait institué et établi dans notre société, dans notre culture, car nous sommes bien en culture, hein, parce que violences faites aux femmes et à leurs enfants sont indissociables dans les sociétés conjugalisées, comme l'avait bien étudié l'anthropologue culturelle Agnès Echen, dont je vous remets des liens en description pour ceux qui ne seraient pas allés encore lire ces articles. Après, à partir du moment où il s'agit de sortir du huis clos familial, hein, patriarcal, de porter cette voix dans la société pour faire changer les choses, on entre dans le champ du militantisme et il faut attendre le féminisme pour que certaines femmes tentent de porter cette parole dans l'espace public sans toutefois y parvenir. Personnellement, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, bien avant 2016, je suis tout d'abord tombée sur des articles de la revue Nexus, consacrés par exemple à l'association Innocence en danger, fondée et présidée par Oméra Cellier, qui relate d'ailleurs dans un de ses articles comment elle a été menacée par un homme de l'État profond français en Suisse. Après, quand ça a commencé à arriver sur internet, en évitant l'écueil Soral, c'est surtout sur des sites féministes que je tombais. Tous les blogs auxquels j'étais abonnée ont disparu. Je pense au blog de Guillaume Leroy, Stop Patriarcat, qui attaquait fermement sur cette question-là des réseaux pédophiles et de l'impunité orchestrée par le système. Sur la GPA, ils ont également dénoncé les couples d'homosexuels gays qui s'achetaient comme ça en fait un jouet sexuel à domicile, un enfant. Ce sont également les premières à avoir alerté sur le danger du transactivisme, ce qu'il représentait
Parce qu'ils sont en train de redéfinir le mot femme dans les milieux militants, et ce, par la violence physique et symbolique par le langage. Elles ont fait tout cela sans être entendues, mais il suffit que n'importe quel gugus se pointe, monte une chaîne YouTube ou je ne sais quoi, et là, ah, tout le monde écoute religieusement. Alors pour ce qui concerne le blog de Guillaume Leroy, c'est drôle de constater qu'elles avaient choisi un titre d'un nom masculin pour faire leur travail d'enquête et de recherche féministe, mais je pense que c'était une stratégie pour se protéger. Ça ne les a pas empêchés. Il y avait un papier où elle disait que elles étaient systématiquement menacées, même au téléphone, etc., physiquement, menaces de mort, de viol, de kidnapper leurs enfants. Bon, puis ce blog-là, il a fini par disparaître, quoi. Et c'était impossible quasiment de poster un commentaire chez elles. Parce qu'elles avaient ultra verrouillé leur site à cause de toutes ces attaques et menaces qu'elles enduraient, quoi. En tous les cas, tous les hommes qui en parlent, hein, quelle que soit l'utilisation qu'ils font de cette parole, ils ne font pas face à ce type d'attaque, hein. Apparemment, ils n'ont pas trop de soucis avec leur chaîne YouTube ou avec leur site internet, hein, ça va, ils peuvent vraiment, eux, prêcher leur parole sans trop de problèmes. Alors du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi finalement des hommes qui dénoncent comme ça uniquement la pédophilie, hein, pourquoi ils se réveillent que maintenant? Pourquoi ils n'étaient pas là au XIXe siècle ou même avant? Alors, rappel historique. La place des femmes dans notre société ne suit pas une évolution linéaire qui les amènerait progressivement à avoir plus de droits ou plus d'égalité d'une façon générale dans nos sociétés, hein. C'est tout le temps des avancées, des reculs, hein. Donc au Moyen-Âge, comme on le voit sur ce document, hein, le discours épicène que je vous mets en description, au Moyen-Âge, hein, les femmes jouissaient de beaucoup plus de liberté, déjà dans les corporations de métiers, que par la suite à la Renaissance. Hein, qui correspond à la grande époque d'enfermement des femmes à l'intérieur, dans le foyer, des tâches domestiques et reproductives. Bon, ensuite, il faut attendre la Révolution française pour qu'il y ait une libération du voix du peuple. On a le citoyennisme qui arrive. Les femmes, à ce moment-là, peuvent effectivement plus contribuer, on va dire, à l'histoire de la Révolution française. Sauf que c'est quand même bien les droits de l'homme, hein, et pas ceux de la femme proposés par Olympe de Gouges, hein, qui ont été adoptés, hein. Donc ça dure très peu de temps. Arrive Napoléon Bonaparte. Bon, je vous mets en description, hein, une petite histoire du mariage, hein, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, hein, et les bonnes œuvres de Napoléon Bonaparte, hein, qui a réintroduit au XIXe siècle, hein, le droit du pater familias. Alors si vous savez pas ce que c'est, hein, pater familias, ça veut dire que le père a droit de vie et de mort sur sa femme, ses enfants et ses esclaves, hein, parce que ça vient du droit romain. Donc là, c'est à chacun, chacune de vous, hein, chers auditeurs, de décider si le mot que les féministes avaient utilisé et utilisent encore, patriarcat, est bien le mot correct pour décrire cet ordre social. Dans un tel ordre social, bien évidemment, le viol entre époux n'existe pas, la femme étant la propriété de son mari. Quant au viol sur mineur, il y avait des lois qui existaient à partir de 1810, hein, sur mineurs de moins de 15 ans. Et voici l'évolution de l'âge nubile. L'âge, hein, à partir duquel on pouvait marier sa progéniture. Si on le combine avec le droit du pater familias, vous voyez ce que ça veut dire, c'est l'âge nubile, hein, là, qu'il faut retenir, hein. L'âge matrimonial, hein, fait référence en fait à l'âge à partir duquel les individus étaient autorisés à se marier sans l'autorisation de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. Donc on était quand même dans une société pédophile, hein, depuis des millénaires, hein. Bon alors ça date pas d'hier, hein, que les lois soient absurdes et qu'elles ne servent strictement à rien, en tous les cas qu'elles sont manifestement faites pour ne jamais être utilisées. Hein. Alors avant 15 ans, tu es là, propriété de ton père qui a droit de vie et de mort sur toi. Après, c'est pareil en fait avec ton mari, d'ailleurs en plus tu ne l'as même pas choisi. Les lois qui existaient à cette époque dans la société n'étaient bien évidemment jamais appliquées, hein, étant donné déjà toutes les stratégies de silenciation qui pouvaient exister pour faire porter de toute manière la faute, hein, aux victimes, ou les filles qui étaient violées, qui se retrouvaient malheureusement enceintes, on les éloignait de la famille. Enfin bref, un ensemble d'histoires atroces, hein, replongez-vous un peu dans l'histoire, ce que ça pouvait être
le 19e siècle à vivre pour une femme, qu'elle soit de bonne famille ou issue de classe populaire. Bon, on va dire, il y a que le décor de la cage en fait qui changeait. Au 19e siècle, ère industrielle, tout le monde bosse, les femmes, les enfants, les hommes. Sauf que avant 1907, si une femme travaille, il lui faut l'autorisation de son mari et sa paye est versée à son mari. Après, il lui faut toujours l'autorisation de son mari pour travailler, mais elle peut disposer de sa paye, mais cependant, elle n'a pas le droit d'ouvrir un compte bancaire à son nom. Donc vous voyez ce que ça donne. En fait, ça revenait un peu au même. Tu rentres à la maison, alors elle est où ta paye, ma chérie, sinon je te cogne dessus. Ce n'est qu'à partir de 1938 que les femmes acquièrent une forme de citoyenneté, d'existence, si vous voulez, avec la levée de leur incapacité juridique. Ce qui veut dire qu'auparavant, elles étaient toujours la propriété d'un homme, de leur père, puis ensuite de leur mari, etc. Donc, elles ne pouvaient pas avoir de papier d'identité, de carte d'identité ou de passeport pour pouvoir, ne serait-ce que se déplacer librement dans ce monde. Allez, je me fais plaisir. Petit extrait de La femme au foyer, ouvrage scolaire d'éducation réservé aux filles, en 1941, après le féminisme de la première vague du début du XXe siècle et avant celui de la seconde vague dans les années 60, 70. Alors, le repas doit être prêt et chaud lorsque votre époux rentre à la maison. Débarrassez-le de ses affaires et installez-le. Servez-lui le repas. Nourrissez vos enfants. Une fois que tout le monde a mangé, vous pourrez manger à votre tour. N'oubliez pas, votre rôle est de veiller à la bonne santé de votre famille. La vôtre importe moins que la leur. Le foyer doit rester propre et agréable à vivre pour ces derniers. Quand il rentre à la maison, n'ennuyez pas votre mari avec vos centres d'intérêt, qui sont bien moins intéressants que les siens. Je suis étonnée que dans le même paragraphe, il ne parle pas de donner à manger aux animaux. Ah, ils ont corrigé dans la 11e édition. La puériculture, le jardin et la basse-cour. Est-ce que vous avez besoin d'une traduction? Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous que là, la femme, son enseignement consiste à ce qu'elle comprenne bien qu'elle n'est qu'une chose au service des autres? Ça perdure. Personnellement, j'ai eu donc une bonne trentaine de relations. Je suis née dans les années 70. Je les compte sur les doigts d'une main. Les fois où un de mes compagnons ou un homme m'a préparé à manger. Il faut attendre 1965, sous l'impulsion du féminisme de la seconde vague, pour que les femmes aient le droit d'ouvrir un compte bancaire à leur nom sans l'autorisation de leur mari. Bon, en faisant ces recherches, j'ai quand même découvert qu'avant 2013, j'étais en infraction en portant des pantalons, comme toutes les femmes qui le faisaient comme moi. Eh ouais. Ah là là. Bon, reprenons alors. Dans ces conditions, qui sont des conditions d'esclavage, il est certain que la plupart du temps, les mères préféraient fermer les yeux parce qu'elles n'avaient de toute façon aucun moyen, finalement, de se protéger ou de protéger leur progéniture ou leur fille de ce qui se passait sous leur toit. Que se passait-il quand une femme qui avait en fait été abusée de longue date ou je ne sais quoi commençait un peu à être agitée, etc., ou à vouloir d'une façon ou d'une autre en fait se rebeller contre cet ordre social patriarcal, que lui arrivait-il? Eh bien, elle était diagnostiquée folle, aliénée et écartée, enfermée dans un asile. Et comme ça, elle pouvait être des super cobayes pour le docteur Charcot qui travaillait sur l'hystérie pour essayer d'expliquer mais comment ça se fait en fait qu'elles soient dans cet état-là, les nanas. Ce que les gens savent moins, c'est que cette pratique-là, elle est toujours courante aujourd'hui. J'ai des exemples proches de moi de tentatives. Et les hôpitaux psychiatriques sont quand même beaucoup plus peuplés par des femmes dans la population patiente que par des hommes. On n'a pas un ratio de 50-50, donc c'est toujours pareil. Si on n'a pas comme ça une homogénéité sexuée, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc il a fallu attendre 1971, sous l'impulsion du féminisme de la seconde vague, pour que la loi du pater familias de 1803 soit revue. Quant au viol conjugal, il faut attendre 1992 pour qu'il soit inscrit dans le code pénal. Parce qu'auparavant, non, c'était le devoir conjugal. Ça n'existait pas, le viol entre époux.
Hein, bon, donc il a fallu attendre 92 pour qu'il y ait des lois qui concernent aussi bien les personnes adultes, qu'elles soient en ménage ou non, que les mineurs. Inutile de préciser que ce n'est pas grâce à des Alexandre Le Breton ou des Alain Soral que ces lois ont été votées. C'est bien grâce au féminisme de la seconde vague, aux idiotes utiles. Parce que bien sûr, il n'y a pas d'idiots utiles au système dans notre monde. Il n'y a que des idiotes. Et d'ailleurs, voilà qui peut-être contentera ces messieurs. En 2006, la loi 92 déjà a été revue sur le viol conjugal. C'est à la victime d'en apporter la preuve. Sinon, par défaut, on suppose que t'es marié, donc le jour de ton mariage, tu as consenti à toutes les relations sexuelles qui allaient suivre avec ce conjoint. En 2010, cette présomption de consentement est de nouveau retirée suite aux protestations de certaines organisations féministes. Radicales, bien évidemment, parce que je pense que vous commencez à comprendre que le féminisme, ça n'existe pas. Il y a des féminismes et des féministes. Donc je ne sais pas si vous mesurez à quel point, en fait, tout cela est extrêmement récent et fragile dans l'histoire de notre pays, mais plus généralement de l'humanité, en tout cas dans les pays qui ont voté de telles lois. Et vous verrez un peu plus loin dans la vidéo à quel point ces lois sont inefficaces et inutiles pour le moment, étant donné l'extrême vivacité, encore aujourd'hui, 27 ans plus tard, de cet ordre patriarcal, des stéréotypes de genre et de la culture du viol, qui ont prévalu pendant des millénaires, c'est-à-dire la plupart du temps de la mémoire collective de l'humanité. Donc à chacun de voir si le féminisme est allé trop loin, si c'est un combat du passé, d'arrière-garde, ou bien s'il s'agit d'une urgence en termes d'hygiène mentale individuelle et collective. Donc je vais le faire en court. S'il n'y avait pas eu de mouvement féministe depuis un peu plus d'un siècle, la structure patriarcale que j'ai décrite plus tôt dans la vidéo, qui est incestueuse et pédophile, elle n'aurait eu aucune raison de changer. Et donc toutes les histoires de pédophilie, inceste, violence conjugale, viol entre époux, etc., eh bien tout ça serait resté confiné dans le huis clos familial. Le fait qu'aujourd'hui il y ait des hommes qui se préoccupent des réseaux pédophiles, c'est certainement grâce au boulot de toutes ces féministes là, toutes ces folles hystériques qui n'ont jamais voulu la fermer. Parce que si elles l'avaient fermée définitivement, il est tout à fait certain qu'aucun de ces hommes ne serait là en train de blablabla sur YouTube, s'énerver là sur le sujet de la pédophilie, à en juger par le discours formaté qu'ils photocopient tous les uns les autres concernant l'ingénierie sociale et la théorie du genre, sans même réfléchir plus en profondeur sur de quoi on parle exactement. Il y a fort à parier pour que ces personnes-là soient restées programmées en fait par leur époque, parce que là, ils sont programmés aussi par une époque. Avoir l'ingénierie sociale chez les autres, mais surtout pas chez eux. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est très clair. On a affaire à un phénomène d'usurpation et de reprise de discours par une catégorie dominante, et qui, en raison de sa position de domination, arrive à faire fleurir et à essaimer son discours beaucoup mieux que celle à qui ils l'ont piqué, qui leur permet en tous les cas même de penser à ce sujet. Ça, c'est un grand pamphlet féministe de les femmes bossent, les hommes récoltent. Mais alors, ils récoltent d'une manière très particulière. On va voir qu'il y a une transformation dans l'objet en fait d'attention premier. Donc ça y est, les hommes ont pris conscience que le viol existe. C'est quelque chose qui existe dans nos sociétés, c'est présent. Mais ils ne vont focaliser que sur la question du viol des enfants. Là, ça les intéresse, le sujet des enfants. Mais alors, la question des violences faites aux femmes, là, brutalement, par contre, ça sort totalement de leur champ de pensée. Non, ça, c'est une invention. C'est une création de George Soros avec les Femen. Donc déjà, pour eux, le féminisme, en fait, c'est les Femen. Le truc qui est apparu, il y a juste quelques années. Les Femen, elles sont pas là pour défendre les femmes. Elles sont là pour faire peur aux hommes et pour usurper la voix des véritables féministes radicales qui ont des choses intéressantes à dire. Et ça marche très bien. C'est de la très bonne ingénierie sociale. Mais c'est pas celle que ces messieurs imaginent. Ils ne voient que ce qu'on leur montre. À minima, les leaders des Femen sont, je pense, des trans. Et le lobby transgenre est financé par Soros. Après, il faut avoir un cerveau pour réussir à connecter les pointillés.
hein. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo, cette usurpation qui a été faite, hein, de l'identité même du féminisme et du travail qu'ont fait ces femmes et qu'elles continuent à faire. Je me souviens d'un échange par mail avec un chercheur de vérité que je nommerai pas, où, essayant de lui montrer, mais regarde quand même, qui sont les perpétrateurs la plupart du temps. Mais non, mais il y a aussi des petits garçons qui sont victimes de viols dans les réseaux pédophiles. Vous voyez comment ça se passe? Bon, alors premièrement, j'ai jamais dit le contraire, hein. Deuxièmement, bon, mais là, c'est pour éviter de s'interroger sur les persécuteurs, on focalise sur les victimes. Bon, j'ai déjà dans des vidéos précédentes expliqué, hein, comment avec juste le langage, on arrive comme ça à faire cet autofocus et exclure de l'équation de réflexion les principaux concernés, hein, dans les violences en fait faites aux femmes et aux enfants. Il s'agit des hommes. Ils sont littéralement évacués de la pensée en tant que catégorie sociale par le langage. Femmes battues, femmes violées, pédophilie. Comme ça, on ne va pas se poser la question de savoir qui sont majoritairement les perpétrateurs de ces actes. Parce que là, il serait obligé de prendre conscience que les perpétrateurs sont bien effectivement des perpétrateurs la plupart du temps, donc des hommes, comme eux, quoi. Bon, ça s'appelle la stratégie des œillères volontaires, hein. Et donc, comme il faut absolument pouvoir continuer à ignorer et à fabriquer un déni sur ceux comme eux, comme moi, je suis en train de dénoncer les actes de quelqu'un qui est comme moi, mais comme mon ego ne peut pas le voir ni le concevoir, je réduis ma vision uniquement au cas des réseaux pédocriminels, satanistes, orchestrés par les élites hybrides, reptiliennes, etc. Ça recouvre des éléments de réalité. Mais voyez, là où est le problème, c'est que tous les faits de pédophilie n'émanent pas quand même uniquement et exclusivement des élites, hein. C'est quand même un phénomène largement répandu dans la société civile, comme je le verrai plus loin dans la vidéo, en vous exposant très brièvement ce qu'est la culture du viol et les mythes qui l'entourent, hein. Ça, c'est le premier problème. L'autre qu'il y a derrière, c'est que quand on reste à pointer du doigt le prédateur à l'extérieur de soi, eh ben, on n'est toujours pas en train de faire son propre boulot personnel, de voir, mais au fait, moi aussi j'ai un prédateur, peut-être même plusieurs, quoi. Même en tant que chercheur de vérité, dénonciateur, je pointe du doigt l'extérieur, mais j'évite de retourner le miroir vers ma propre intériorité. Et ce qui se passe là, c'est que c'est l'ego, hein, et ce qui se cache derrière l'ego, c'est le prédateur qu'on a tous a priori quand on vient dans ce démiurge corrompu, hein, qui est positionné au niveau du plexus solaire, qui se débat, qui se défend contre une prise de conscience, qui remettra en question une identité à laquelle ils appartiennent eux aussi en tant qu'hommes, c'est-à-dire l'archéovirilité et l'ensemble des privilèges qui vont avec. Là, en l'occurrence, on a affaire à la prédation énergétique par un surinvestissement de la polarité sauveur. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec sur ces sujets-là euh, de gens prétendant monter une chaîne de divulgation sur les grandes vérités atroces de notre monde. On se retrouve avec principalement des hommes qui vont tous reprendre en chœur le même couplet concernant l'ingénierie sociale, en attaquant le féminisme, et quand bien même c'est bien grâce au féminisme dans son ensemble et dans sa diversité qu'ils sont même là à enfourcher leur destrier blanc sur la question de la pédophilie. Donc c'est toujours le même problème, hein, en fait, quand une catégorie dominante s'approprie le discours, hein, et les luttes qui ont émané au départ d'une catégorie de personnes opprimées. C'est que leur discours, leur objet de préoccupation premier va subir une transformation, une réduction et une mise en forme qui, en fait, de sorte à ne pas déranger finalement ce qui ne doit pas être dérangé, les privilèges en fait que détiennent ces catégories dominantes modérées qui enfin commencent à tendre l'oreille au discours de certaines catégories opprimées. Donc là, sur ce sujet-là, c'est la hiérarchie des sexes et des genres qui ne doit pas être dérangée, et donc on va occulter tout un pan de la question, mais on a eu exactement le même phénomène dans la lutte contre la ségrégation, et je vous mets en description
la lettre que Martin Luther King avait rédigée alors qu'il était emprisonné à Birmingham et qui se rendait compte que finalement la plus grande menace pour la liberté, à la limite, c'était même pas les blancs qui ne niaient pas en tous les cas leur position de domination, mais c'était plutôt les blancs modérés qui n'arrêtaient pas de dire attendez, attendez le bon moment, comme si c'était à eux de fixer le calendrier de ce qui est acceptable et raisonnable de continuer à endurer par les fractions dominées qu'ils prétendent vouloir aider. Donc ça, c'est un schéma général qui se produit immanquablement dès que la parole d'une catégorie de personnes se sentant opprimées commence à être relayée par une catégorie dominante, parce que au moment de construire un discours revendicateur vers le législateur, etc., on va essayer de silencier toutes les voix dissonantes. Et à ce jeu-là, les opprimés, ceux qui portaient la parole au départ, se font toujours voler la parole et on a affaire à un phénomène systémique d'usurpation par une catégorie dominante, donc des hommes par exemple s'il s'agit de la pédophilie ou du féminisme, ou des blancs s'il s'agit de la question du racisme. Et quand je vous expose ça, je vous montre un mécanisme, une manière de fonctionner de notre monde. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument aller vous encarter dans toutes les luttes émancipatrices, puisqu'on sait très bien que c'est aussi une articulation pour nourrir la dualité. Alors, quand les personnes font pas cette prise de conscience sur leur propre déambulation dans le triangle du drame, la suite est prédictible parce qu'en fait elle est programmée par cette dynamique qui se joue, vous l'avez vu, à plusieurs niveaux, en soi, avec l'extérieur, etc. Donc ça, c'est la première phase en fait de glissement. Ensuite, il y a un deuxième glissement qui s'opère dans le temps, quand en fin de compte, cette question de la liberté et de l'égalité n'est jamais atteinte dans les faits, et que donc les luttes émancipatrices vont se radicaliser et devenir de plus en plus violentes, avec en filigrane, on n'oublie jamais le fait qu'elles peuvent totalement être instrumentalisées par les élites ou par des entités extradimensionnelles pour nous emmener à nous entretuer, à aller vers encore plus de violence. À ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que les personnes de ces catégories dominantes vont commencer à se sentir menacées. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui avec la crise des réfugiés et tous les discours. La race blanche se sent menacée d'extinction, c'est elle maintenant qui est opprimée. Et là, on arrive très concrètement à ce que les féministes, sur leur domaine d'expertise, sont appelés le phénomène de renversionnite ou d'inversionnite. Et où les catégories qui sont toujours bien clairement privilégiées et en position de domination inversent les rôles dans le triangle du drame, en construisant tout un tas de discours, en utilisant même les outils de déconstruction des opprimés pour tenter d'expliquer qu'en fait maintenant ce sont eux qui sont opprimés. Je vous assure, faites vos recherches, tapez masculinisme, etc. Vous allez tomber sur des sites internet avec des discours qui vous expliquent que nous vivons dans un matriarcat, que les femmes ont pris le pouvoir, que ce sont elles majoritairement qui violent les hommes, et que ce sont elles majoritairement qui sont les auteurs de violences domestiques sur leur conjoint ou leur mari. Voilà, pour eux, c'est ça la réalité. Donc, je veux bien croire, quand on est dans la pensée conspirationniste, qu'un certain nombre de statistiques peuvent être manipulées. Mais enfin, je pense qu'il suffit en fait de vivre dans la société normalement et d'observer ce qui s'y produit pour voir où est la vraie réalité de ce qui se passe. Est-ce que vous, en tant qu'homme, vous avez l'impression que c'est ça qui se passe, que ce sont les femmes qui vous sautent sur le slip, qui commandent votre tenue vestimentaire, qui vous serrent un petit peu trop dans les espaces publics pour vous palper à l'entrejambe, ou qui se comportent de manière extrêmement violente avec leurs conjoints. Donc encore une fois, je me répète, ces situations-là effectivement existent, elles sont quand même extrêmement marginales. En tous les cas, si on enquête sur le passé, le vécu de ces femmes qui se comportent de cette manière, on va découvrir qu'elles ont elles-mêmes été victimes, souvent de manière transgénérationnelle, de la violence masculine. Et par la suite, effectivement, elles se vengent, sans discernement, sur toute la catégorie des hommes. Les malins, celui qui lui jetterait la première pierre, parce que ce cycle de la violence que cette femme poursuit a été amorcé par un homme en premier lieu, à un moment ou un autre de sa généalogie. Donc, et toutes ces mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles ou collectives, de traumas oppressifs des femmes, sont réactivées en permanence par toutes les brimades quotidiennes et tout ce que les femmes ont de toute façon à endurer dans cette société qui continue à être sexiste.
Donc si la plupart des femmes continuent à être victimes de l'ingénierie sociale genrée qui les invite à se taire, à ne même pas d'ailleurs avoir conscience qu'on vit encore dans une société comme cela, rares sont celles qui vont le repérer et qui vont décider de combattre d'une manière ou d'une autre cet état de fait. Donc ça peut être par un engagement dans le militantisme féminisme ou dans une association quelconque d'aide aux victimes, ça peut être aussi sous cette forme de se venger purement et simplement dans sa vie quotidienne. Mais bon, encore une fois, ces femmes-là ne constituent pas un fait social en tant que tel. Donc si vous êtes un homme et que vous êtes dans une profession féminisée où vous êtes en situation d'oppression inversée, parce que j'ai eu quand même pas mal de témoignages dans ce sens, essayez de comprendre ce qui se joue vraiment là, d'un point de vue historique. Malheureusement, effectivement, ça tombe sur vous, mais comment vous dire? Bienvenue dans la réalité. Les femmes ne sont pas des saintes. Il existe des femmes psychiques et illiques, tout comme il existe des hommes psychiques et illiques. D'où la nécessité de prendre du recul par rapport à toutes ces choses-là, même si vous en êtes victime. Sinon, on continue les glissements dans la représentation de la réalité, et on va soi-même produire des actes qui vont contribuer à totalement l'inverser ou à amener encore plus de chaos que ce qu'on a déjà sur la table. Le dernier glissement, il est simple, c'est que sur le modèle des victimes, ces personnes-là, des catégories qui sont en fait toujours bien à l'aise, vont se constituer en groupe d'entre-soi. Je pense notamment aux groupes suprémacistes blancs aux États-Unis. Je ne sais pas si on en a en France, il y en a certainement, mais ils ne sont pas aussi décomplexés qu'aux États-Unis. Ou à des groupes masculinistes, c'est-à-dire des associations réservées uniquement aux hommes entre eux, pour lutter contre donc les femmes qui auraient pris le pouvoir. Ou aux États-Unis, il y a aussi des groupes d'hommes célibataires forcés qui, se sentant privés de leur dû légitime, organisent des raids pour aller violer des femmes, quoi, parce que c'est leur droit. Voilà. Si bien que pour revenir au sujet, en tous les cas, de la pédophilie là, et de tous ces hommes qui sont sur leur grand destrier blanc, ils en sont maintenant à construire des discours pour nous expliquer que la pédophilie, en fait, c'est la faute des femmes et du féminisme. Discours de certains rabbins, je crois, et certaines personnes de l'Église qui nous expliquent que, oh là là, mais oui, la pédophilie, c'est à cause du féminisme. Si leur femme, elle refuse, du coup, ils sont obligés d'aller se soulager chez les enfants. Oui. Donc c'est la faute des femmes, si elles acceptaient quand même la position qui leur est dévolue, je veux dire par Dieu, il n'y aurait pas d'agression sur les enfants. Il y a aussi ceux qui nous expliquent qu'en fait c'est la faute des enfants parce qu'ils ont une attitude séductrice envers les personnes adultes. Donc c'est aussi la faute des enfants et des femmes. Qu'est-ce qu'on a comme autre discours? C'est oui, à cause du féminisme, il y a plus de divorces, et du coup, les enfants, ils sont moins protégés, en fait, avec ces trucs de mères célibataires, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a plus de pédophilie. Autrement dit, de toute façon, un bon vieux patriarcat, c'est ce qu'il nous faut pour régler le problème de la pédophilie, quoi. Parce que de toute façon, si elle est divorcée et qu'elle a plus comme ça la protection d'un homme pour protéger ses enfants, c'est parce que c'est une idiote. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que elle n'a pas pu protéger ses gamins de prédateurs pédophiles. De toute façon, quel que soit le chapeau avec lequel ces mecs-là ils parlent, c'est de toute façon toujours de la faute des femmes, s'il y a de la pédophilie. Ça nous change vachement finalement du monde d'avant les lois que j'ai exposé en début de vidéo. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tous ces mecs-là, je pense pas qu'ils soient allés faire leur propre constellation familiale. Ils doivent très certainement s'imaginer que eux, ils sont vraiment blancs comme neige, quoi. Chez eux, y a pas eu ça dans leur famille ou parmi des gens qui leur seraient proches, des amis, etc. Non, 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 c'est toujours chez les autres. Il y a des monstres dehors. Mais c'est pas nous. Nous, on est les sauveurs, nous. Et donc les sauveurs, qui sont en fait des masculinistes qui s'ignorent à peine, ça dépend, c'est plus ou moins conscient, ils peuvent nous proposer demain pour régler ce problème en fait de pédophilie et de remettre un bon vieux patriarcat en place. C'est ça qui va régler le problème. En réalité, même si dans la 3D,
Ils apparaissent effectivement avec le costume du sauveur. En réalité, sur un autre plan, ils n'ont jamais quitté le noyau persécuteur de leur archéo-virilité, et qui, elle, est totalement sous contrôle du premier archonte démiurgique. Pour revenir à cette question donc du viol et de la pédophilie, mais je vais l'englober dans le phénomène viol. Si on s'intéresse objectivement à cette question, je ne vois pas comment il est possible d'échapper à un certain nombre de sites féministes très bien faits qui vont vous expliquer ce qu'est la culture du viol et les mythes qui sous-tendent cette culture, c'est-à-dire l'ingénierie sociale qui sous-tend ce phénomène. Et elle est bel et bien genrée, cette ingénierie sociale qui sous-tend cette culture du viol et de la pédophilie. Donc, en ayant déprogrammé ce prisme genré en vous et en faisant des recherches donc réellement objectives sur la question, normalement, vous tomberiez sur c'est ce type de contenu. L'association Mémoire Traumatique du docteur Miguel Salmona, mais également sur des sites féministes qui vous expliquent les statistiques, etc. Et c'est parfaitement clair que la question du vêtement, donc de la mise en scène du corps de la femme dans l'espace public, n'a absolument aucun lien avec les histoires de viol, quoi. Je précise que l'avêtement que porte la victime n'est pas une donnée pertinente pour expliquer le phénomène. Par contre, il y a des études qui ont été menées dans différents pays, Australie, États-Unis, Espagne, et qui démontrent indubitablement que plus il y a de prostitution dans une zone géographique, plus il y a de viols dans cette même zone géographique. Donc vous voyez ce que ça veut dire par rapport au discours de la prostitution comme mal nécessaire pour éviter que la bonne bourgeoise soit violée. Autrement dit, la réification systémique et systématique du corps de la femme en tant qu'objet sexuel dans toutes nos sociétés envoie le message constant aux hommes que le corps de la femme, c'est un objet dont ils peuvent disposer à leur guise, comme bon leur semble. D'ailleurs, lorsque les violeurs sont invités, bien trop rarement, à expliquer pourquoi ils ont commis ce crime, la première réponse qui arrive, c'est que c'est leur droit. Tout cela recouvre ce que les féministes appellent la culture du viol, qui s'étaye sur un ensemble de mythes. Le premier étant le mythe du vrai viol, qui serait commis par un inconnu, tard le soir la nuit, sur une nana en mini-jupe qui, en plus de porter une mini-jupe, a attiré sur elle l'attention par son comportement, un état d'ébriété, etc., etc., etc. Donc, bon, quand on s'intéresse sérieusement au phénomène et aux statistiques à ce sujet, donc ce n'est pas ça le scénario du viol majoritaire. Ce scénario-là existe, mais il est marginal. La plupart des viols ont lieu en plein jour, au domicile, sur le lieu de travail ou dans une institution, par une personne connue de la victime. Réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Ça, c'est 91% des cas de viol. Et ça vous met fatalement en contact avec quoi? Avec des choses qui vous touchent, avec des proches. Merde, la victime, elle connaissait. Oh, il fait partie de la famille, c'est son collègue, c'est ceci, c'est son patron, machin. Et ça veut dire, oui, c'est monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde, le perpétrateur. Et c'est ça, je pense, qui dérange les hommes, c'est de prendre conscience que les perpétrateurs de ce qu'ils veulent dénoncer, c'est monsieur tout le monde. C'est peut-être quelqu'un comme toi, ou un gars avec qui tu pourrais facilement t'identifier ou aller boire un pot. Bien sûr que là, ça devient très inconfortable. Mais c'est là que le véritable travail commence. C'est quand ça commence à devenir inconfortable pour les identités bien confortables dans lesquelles on s'est installé. Je finis avec une étude récente menée au Québec qui révèle qu'en l'absence de loi ou de risque de poursuite, 30% des hommes violeraient une femme. Et que l'alcool n'y est absolument pour rien dans la perception du consentement. Quand on prend connaissance de ces statistiques, je vous signale que tous les autres mythes qui entourent ce phénomène tombent d'eux-mêmes. Dans la plupart du temps, l'agresseur est connu de sa victime. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis, ça?
Ça veut dire que l'agresseur, le perpétrateur, il a bien calculé son coup, quoi. Il a bien observé sa victime pendant un bon moment. Bref, c'est bien prémédité et bien organisé pour que la victime, elle puisse d'ailleurs pas en parler par la suite, que sa parole ne puisse pas être entendue. Et qu'est-ce que ça cache derrière? C'est que ça fait immédiatement tomber l'autre mythe, qui est le principal, hein, à dézinguer, hein, le mythe de l'irrépressibilité de la pulsion sexuelle masculine. Parce que s'il y a préméditation, organisation, etc., je vais la piéger, j'ai étudié son emploi du temps, tac, là, à cette heure-là, elle sera seule, il n'y aura pas de témoin, etc. Donc ça veut dire que c'est super mentalisé, c'est super bien préparé, il n'y a pas de pulsion qui est en jeu en fait et qui explique le passage à l'acte. Donc, je vous mets en description un lien vers les 40 pages de l'article de 2016 du docteur Muriel Salmona sur le phénomène de déni de la culture du viol. Donc, voilà, vous allez la lire ou pas. C'est votre choix souverain, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Parce que dans le cadre de ces travaux, là, avec l'association Mémoire Traumatique, ils ont mené une enquête sur la vivacité en France des mythes sur le viol et sur cette culture du viol. Et vous savez ce que ça a révélé? Ce sont les femmes. Elles sont plus convaincues que les hommes de ces mythes sur le viol. Voilà. C'est bon. Donc c'est super hein, qu'il y ait des études comme ça, parce que là, vraiment, le contrôle mental sur, sur les personnes programmées pour être victimes, il est au top, quoi. Ça marche très bien. C'est très curieux qu'il n'y ait là personne dans les milieux de vérité pour y voir l'œuvre d'une ingénierie sociale, bien genrée, bien opérante et bien efficace. Du coup, les mères, là, quand elles prennent conscience, par exemple, de ça, hein, parce que toutes les mères, à un moment donné, hein, vont essayer quand même d'instruire leurs filles hein, sur les risques, etc. Et elles vont orienter toute leur attention sur les inconnus. Alors qu'en réalité, c'est pas, en fait, quand ta gamine rentre tard le soir, même habillée un peu court, qu'elle a le plus de risques d'être agressée. Non, en fait, c'est quand tu vas la mettre à l'école, hein, quand tu la confies à des amis ou à des membres de ta famille, hein, ou qu'elle va à une soirée avec ses potes, ou si elle est à l'hôpital, ou dans une institution pour personnes handicapées. C'est là qu'il y a le plus de risques. Donc, en fin de compte, sur la grande majorité de l'emploi du temps de tes gamins. Hein, donc, c'est effarant, c'est inquiétant, mais c'est bien la réalité. Donc, je vous invite vraiment à faire votre boulot hein, de prise de connaissance de la réalité vraie. Hein. Elle est pas jolie à voir. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire hein, en se saisissant de ces éléments de réalité, dépend grandement finalement de sa connexion spirituelle. Et on est bien d'accord qu'en termes de combat, par exemple, bon bah oui, les féministes restent au niveau 3D, avoir des lois, des droits, etc. Or, bon, personnellement, je pense que c'est pas là que se trouve la clé. Hein. Mais elles ne se préoccupent pas de spiritualité hein, et elles ne comprennent pas ce à quoi exactement finalement elles font face. Je consacrerai une autre vidéo à la lecture d'un excellent article de Francine Sporenda, hein, qui est une féministe, qui a très bien étudié l'arnaque des droits, de la correctionnalisation systématique en fait des plaintes pour viol, hein, qui sont un crime hein, et non pas un délit. Seuls 10% des viols feront l'objet d'une plainte, et sur ces 10%, seuls 2% feront l'objet d'une condamnation aux assises. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la jeune fille hein, qui avait été violée par Roman Polanski, alors là on est en Suisse, enfin bon, le droit suisse, je pense, n'est pas très différent du droit français, mais cette jeune fille avait déclaré que si elle devait avoir le choix entre revivre le viol ou revivre le procès du viol, elle préférait encore revivre le viol plutôt que de revivre le procès. Réfléchissez bien à ce que ça veut dire, hein, ça. En termes d'arnaque, effectivement, des droits, est-ce que c'est vraiment ça qui garantit quoi que ce soit pour les populations susceptibles d'être victimes de tout un tas d'horreurs? Personnellement, je ne pense pas que ce soit en s'investissant dans des quelconques luttes pour que les lois qui existent déjà soient appliquées, hein, qui nous permettent d'avancer. Hein. Bon, plus ce système prétendra nous accorder des droits, moins on en aura. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je pense que c'est vraiment du côté de la souveraineté individuelle, la conscience individuelle des femmes et des hommes sur la réalité telle qu'elle est. Hein. Et du coup,
d'éduquer et leurs filles et leurs garçons différemment. Et surtout les filles, les éduquer à se respecter absolument elles-mêmes, quitte à se faire respecter, si nécessaire. Il y a des associations féministes qui organisent des ateliers d'autodéfense. Parce que j'ai quand même une petite ligne de clivage avec le docteur Muriel Salmona pour ce qui concerne les viols avec violence, qui ne sont pas les seuls cas de viol, parce que ça fait partie des mythes. La plupart des viols sont commis sans violence ou coercition physique. Le mécanisme de la sidération, etc., c'est vrai qu'il existe. Il existe d'ailleurs chez les autres animaux, chez les mammifères. Mais par contre, ce qui me gêne, vous voyez, c'est qu'il ne soit pas mentionné que c'est un système de défense psychique qui vient court-circuiter l'instinct de survie, qui lui a 3 modes: la fuite, le contournement ou le combat. Ils s'enchaînent en fait successivement dans cet ordre, d'ailleurs. C'est notre programme, on est programmé comme ça, qu'on soit un homme ou une femme. Mais alors, vous voyez, chez les femmes, le mode 3, il est totalement inactif. C'est pas le cas pour les hommes. Il leur arrive quand même, quand ils sont agressés, de riposter. Dans certaines situations, ils peuvent effectivement avoir le mode 1 ou 2, mais bon, pourquoi chez les femmes, il n'y a que les modes 1 et 2 qui sont actifs? Parce que le mode 3, il a été éteint avant l'âge de 3 ans, par l'ingénierie sociale des émotions, qui est genrée. Et je vous mets un lien sur la vidéo où j'en parle, parce que dans ce jeu de prédation, ça se verra jamais qu'un prédateur renonce à sa proie sans que sa proie ne le réinforme et ne change son positionnement. Ça ne s'est jamais vu dans la nature chez les animaux, ça se verra pas plus dans le genre humain. Donc c'est quand même plutôt à la victime de se lever pour se défendre. Dans la plupart des cas, ça suffit pour que le prédateur aille chercher une proie plus facile. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Parce que le prédateur, il fonctionne à l'économie d'énergie. Et lui, il a un circuit qui fonctionne très bien pour détecter les meilleures proies. Et ce circuit-là, il n'est pas branché sur comment la proie elle est habillée. C'est sur comment elle se porte, en fait, dans son entièreté dans l'espace public. Parce que ce qui se cache, en fait, chez le prédateur, sa nature et son essence, c'est une grande lâcheté. Il serait incapable de supporter ce qu'il fait endurer à ses proies. Ceci est vrai dans notre 3D, mais c'est vrai d'un point de vue multidimensionnel. On parle de prédateurs, là, ici, dans le genre humain, ou des prédateurs extradimensionnels, les archontes, etc. C'est pareil. C'est essentiel de comprendre ça en termes de souveraineté individuelle. Je pense que les prédateurs cessent d'exister lorsqu'il n'y a plus de proie. Donc je n'adhère pas entièrement au discours féministe, mais qui est construit en direction du législateur et de l'éducation des prédateurs. Mais celle des victimes me paraît en fait tout aussi importante, si ce n'est plus. Donc le danger d'ignorer ça, c'est de continuer à faire croire aux femmes qu'elles sont de pauvres petites choses fragiles. Et comme vous le savez certainement, puisque vous êtes ici à vous occuper de contrôle mental, etc., essayer d'en comprendre tous les ressorts, on finit par devenir ce que l'on croit être. Donc les femmes, depuis leur naissance, sont immergées, si vous voulez, dans une culture qui va les programmer à se concevoir de cette manière. Donc soit elles vont s'y conformer, soit elles vont d'ailleurs aller sur l'autre polarité, et on verra que ça a également des effets délétères, ça ne les protège pas mieux en fait des agressions ou d'histoires de viol. Donc pour arrêter ce cycle infernal, il n'y a pas d'autre manière de faire que les parents eux-mêmes déjà soient déprogrammés des stéréotypes de genre. Si vous n'autorisez pas votre fille à être en colère, vous en faites une proie. Le but du jeu, c'est de déprogrammer tout ça de manière à ce qu'elle ne se trompe pas de conjoint ou de mari lorsqu'elles veulent fonder un couple. Parce que si tu es une spirituelle et que tu te mets en couple avec un illique ou un psychique, je pense que toi et tes gamins, vous faites partie de la population à risque quand même. Alors si c'est un homme spirituel qui s'est mis en couple avec une illique ou une psychique et qu'à un moment donné le couple se sépare, effectivement là c'est la merde. Parce que tu sais pas trop si la nana qui aura tes gamins, elle sera en capacité vraiment de les protéger des prédateurs qui virevoltent autour. Donc si on continue à programmer les filles pour faire en sorte que naturellement, avec des énormes guillemets, elles croient que leurs besoins, leurs désirs, leurs envies passent après celles des autres, de telle sorte que
ses propres désirs à elle sont brouillés et confus pour elle-même. Et du coup, il en résulte le fait qu'elles vont finalement se soumettre aux propositions de l'extérieur. Ben, on va continuer à construire l'atroce réalité suivante. Je vais finir cette vidéo en faisant une déclaration fracassante. Aujourd'hui, sur cette planète, 100% des femmes sont violées. Parce que nous avons toutes, au moins une fois dans notre vie, consenti à un rapport sexuel dont nous n'avions pas envie. On trouvera des hommes dans la même situation, mais certainement pas 100%. Donc la prise de conscience qu'on a toutes, à un moment donné, consenti à notre propre viol, est extrêmement difficile à faire pour la plupart des femmes. Elle ne peut se faire, cette prise de conscience, que si cette femme a l'occasion un jour de se retrouver en milieu non mixte avec des femmes qui ont une conscience féministe et qui vont libérer cette parole. Sinon, elles n'en prennent jamais conscience, à moins de rencontrer un homme lui-même féministe qui va la respecter d'une telle manière qu'elle ne va pas le comprendre, et là elle va commencer à prendre conscience. Mais enfin ça c'est super rare, hein. Et c'est un processus de guérison très difficile et très long, parce qu'il y a des conséquences, hein. Si on fait ça pendant 20 ans dans sa vie, ou ne serait-ce que de toute façon quelques années, une fois déjà c'est trop en fait. Et il y aura des conséquences psychiques. Donc je vous mets en description une brochure d'Infokiosque, Elles sont reloues ces féministes, rédigée par une jeune femme, où on voit très bien les ravages du mythe de l'égalité déjà là et de cette fausse libération qu'a été la version pervertie du féminisme. J'ai nommé le féminisme libéral pro-sexe, de la pornographie généralisée, de l'injonction permanente à la sexualité sur les femmes, post-féministes de la seconde vague, qui n'ont eu aucun combat à mener. On croit qu'il n'y a plus de stéréotypes de genre, en fait. La gamine, elle en est imbibée et elle n'en a absolument pas conscience. Et le temps qu'il faut pour qu'une femme prenne conscience que le féminisme, ce n'est pas ce que la propagande de masse lui a dit que c'était. C'est pas le féminisme libéral pro-sexe ou le féminisme radical, non, c'est pas les fémènes. Déjà, il y a des féminismes, et certains d'entre eux sont des outils puissants de conscientisation et de guérison, et de redéploiement de ce qui leur a été dérobé par cette ingénierie sociale genrée. Parce que bon, le féminisme de la seconde vague a été mené par des femmes de loi, des femmes psychiques. C'est un échec. Ce ne sont pas les lois qui peuvent protéger les femmes. C'est bien leur conscience qui peut les protéger. Ici, dans la 3D, mais aussi au-delà, lorsqu'elles rendront leur dernier souffle. Pourquoi les psychiques ont échoué? Qu'elles se sont laissées entraîner par le féminisme libéral, bien contaminées par les stéréotypes de genre, et en fait, ces femmes-là, individuellement, ont continué à en être imbibées, à les transmettre. Ouais, youpi, on a des droits maintenant, de toute façon, bon allez, je vais me marier, je vais faire des enfants, oh, si ça se passe mal, je divorcerai. Combien il y en a eu des femmes dans ces années-là qui allaient à des réunions féministes, puis elles rentraient après chez elles le soir, et elles empilaient pour leur double journée de travail avec les gamins, à s'écraser devant leur mari, etc. Si ça avait dû aboutir, si elles avaient mené au bout leur combat, ce qu'on aurait dû voir dans les années 70-80, c'est une chute monumentale, déjà, du taux de mariage. C'est ça qui aurait dû se produire si réellement le féminisme de la seconde vague était allé au bout de son souffle. Pour moi, il devrait y avoir une troisième vague de féminisme et qui soit portée par des femmes spirituelles en pleine possession de leur souveraineté individuelle. Et évidemment, on ne va pas se constituer en mouvement et endosser le rôle de sauveuse pour soi-disant faire changer cette société. Non, par contre, on peut simplement être présente aux femmes que l'on croise et qui viennent vers nous. Donc voilà pour cette énième vidéo sur la réalité vraie qui se joue même dans la scène conspirationniste, etc., qui est à mon sens majoritairement peuplée par des hommes psychiques, voire illiques, mimant l'humanité spirituelle. Pour moi, il est clair que s'intéresser à ce qui se passe dans les mouvements féministes, donc les vraies féministes radicales qui, elles, sont vraiment muselées, mais je ferai une autre vidéo sur ce sujet, nous permet de décrypter vraiment plus finement ce qui est en train de se jouer dans les agendas.
Bon, si vous n'en êtes pas convaincu, hein, regardez un peu l'actualité outre-Atlantique, hein, où le droit à l'avortement est quand même très clairement remis en cause. Hein. Alors je crois que là, ils sont quand même bien partis pour un scénario du type La Servante écarlate, hein, qui est une série de programmation prédictive. Hein. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo qui à nouveau est très longue. Hein. Donc on peut résumer par deux sexes, deux genres, deux visions et deux compréhensions totalement différentes d'un même phénomène. À chacun et chacune de vous de choisir quelle est la plus proche, hein, de la réalité. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.